Nous sommes ce soir avec Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication et médias, également porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Je Bonsoir. voudrais d'abord aborder avec vous la question sécuritaire. Au moins 7 personnes ont été tuées, un infirmier kidnappé dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça s'est passé dans la localité de Maboya, sur la route qui relie les villes de Beni et Butembo au nord Kivu. Une attaque attribuée à des rebelles ADF. Où en est l'opération conjointe des armées congolaises et ougandaises? D'abord, j'aimerais dire le sentiment de compassion et de solidarité du gouvernement de la République démocratique du Congo et du président de la République à toutes ces familles qui ont été victimes, non pas des rebelles, mais des terroristes des ADF, parce que c'est un mouvement terroriste qui est reconnu mondialement. Et à ces jours, les opérations conjointes continuent avec les forces armées ougandaises. Mais vous savez que les zones opérationnelles, c'est des zones montagneuses à la végétation et à la géographie quelque peu difficiles, mais c'est le sens des opérations qui sont en cours. La détermination reste au plus haut sommet entre des dirigeants pour fixer ces terroristes, et c'est ce qui se passe actuellement. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis 17 mois. Cette mesure exceptionnelle n'a pas permis l'arrêt des violences dans l'est du pays. Est-ce qu'on peut parler d'un échec? Mais on ne peut pas parler d'échec de l'état de siège dans la mesure où cet état de violence dont on parle dure depuis 25 ans, un peu après les génocides rwandais. Et donc ce n'est pas en 6 mois ou en 17 mois qu'on règle finalement tout le problème. Mais aujourd'hui, l'état de siège nous a permis d'avoir une meilleure compréhension du problème, parce que parallèlement aux efforts militaires qui sont faits, il y a beaucoup des réseaux de trafic qui ont été coupés. Et sur la sortie de l'état de siège, le président de la République a déjà discuté des préalables pour une table ronde qui se fera avec les députés et toutes les forces qui composent les deux provinces sous état de siège, pour voir dans quelle mesure nous pouvons en sortir. Et bien au-delà, il y a des demandes qui ont été faites par ces différentes communautés, notamment le changement du commandement militaire. Et au moment où je vous parle, il y a un nouveau chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Tous les hauts commandements militaires ont été renouvelés. Les efforts sont en cours, notamment à travers une loi de programmation, pour que les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent leur plein potentiel pour restaurer la sécurité dans cette partie du pays. Nous y arriverons sous la houlette du président Tshisekedi. Cette semaine, Human Rights Watch a affirmé que des unités de l'armée de la République démocratique du Congo avaient combattu les rebelles Tutsis du M23 aux côtés du groupe armé d'origine Hutu rwandaise FDLR et des milices congolaises impliquées dans de graves exactions. Quelle est votre réaction face à ces accusations? Il faut éviter cette forme de généralisation qui est dangereuse, qui risque de faire les lits du discours de Rwandais pour justifier justement cette Quelle est votre réponse par rapport à ces... Non, la réponse, elle est toute claire. La République démocratique du Congo, d'abord, les forces armées ne peuvent pas collaborer avec des forces négatives que nous combattons. Et le président de la République l'a déjà dit hier et dit que lui, le militaire qui sera trouvé, qui coopérera d'une manière ou d'une autre, sera sanctionné. Je pense que dans le rapport de Human Rights Watch, ils reviennent aussi sur cet engagement du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se détourner du véritable problème. Le problème, c'est l'agression rwandaise qui doit se terminer. Justement, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré cette semaine le roi Charles III. Il lui a demandé d'user de son influence au sein du Commonwealth et auprès du Rwanda pour faire cesser, je cite, les actes de déstabilisation à l'est de la RDC. Est-ce que c'est une solution diplomatique et envisagée aujourd'hui? Évidemment, lorsque vous regardez la situation humanitaire sur terrain, elle est catastrophique. Et toute opération militaire de riposte dans les conditions actuelles occasionnerait encore beaucoup plus de morts du côté de nos populations. Et pour préserver ces vies, que nous sommes, nous, restés engagés dans un processus de paix depuis le début. Nous étions à Luanda, nous étions à Nairobi, nous étions à New York avec le président Macron, mais on attend de voir du côté rwandais les respects des engagements auxquels on a tous souscrit, à savoir la cessation d'hostilité. À Londres, le président de la République, qui était pour participer comme invité d'honneur à Africa Summit de Financial Times, vous connaissez les magazines, et à l'occasion, nous avons eu l'occasion d'être reçus par le roi Charles III, et nous avons abordé principalement la question climatique. Et aujourd'hui, il a été démontré, le président de la République lui a dit que la présence de ces groupes armés détruit les écosystèmes, et que si nous voulons préserver les bassins du Congo qui servent aujourd'hui à toute l'humanité, il est urgent qu'on mette fin à cette agression, mais aussi à tous les différents groupes armés qui écument, qui détruisent la forêt et qui touchent aux humains, qui touchent aux gorilles. Et tout ça, c'est des choses qui ne devraient plus se reproduire.
Nous sommes à un peu plus d'un an des prochaines élections présidentielles en RDC, prévues en fin 2023. Une question simple, Monsieur le Ministre, est-ce que ces élections vont bien se dérouler à la fin de l'année 2023? Je crois que le président de la CENI a communiqué ce matin pour dire que le mois prochain, il va publier les calendriers électoraux. Il y avait déjà une feuille de route qui existait et nous pensons que du côté du gouvernement, nous ferons notre part pour que ces élections se tiennent. Et bien sûr, ici, je dois rappeler que l'organisation des élections, pour nous, est une question de conviction et pas une question d'obligation, comme on aime à le faire croire. Pour nous, il n'y a pas de débat sur les sujets parce que le gouvernement, depuis le premier jour, s'acquitte de sa part. Il est temps peut-être que pour les organisations internationales qui sont intéressées par les processus de se manifester dès à présent pour être sûr qu'ils sont montés à bord dès que le bateau va quitter le point de départ. Excusez, dès que le navire va quitter le point de départ. Et je pense que nous créons en interne de conditions. C'est pour ça que la paix doit revenir rapidement à l'est de la République. Je vous pose la question parce que les chercheurs du groupe d'études sur le Congo lié à l'Université de New York s'inquiètent d'un processus mal embarqué, je cite, et d'un déficit de confiance porteur, selon eux, de risques de violentes protestations. Écoutez, vous savez, il faut toujours regarder d'où vous voulez voir les processus. D'autres verront évidemment des obstacles, d'autres verront les opportunités qui se font. Le bureau de la commission électorale indépendante a été constitué de manière autonome. Toutes les forces politiques sont censées y être représentées. Et aujourd'hui, le travail de la CENI, nous ne parlerons pas à leur place, c'est de construire la confiance dans les processus. Mais il faut avoir des acteurs qui croient et pas des acteurs qui pensent que l'alternative, c'est d'aller dans un dialogue qui aboutira forcément à un partage de pouvoir, ce qui serait tout sera fait pour que les élections aient lieu le fin 2023. En tout cas, pour le gouvernement, nous ferons la part qui est la nôtre et la CENI fera la leur. Et il appartient donc à toutes les parties prenantes, la classe politique, la société civile et les partenaires qui sont intéressés à faire la leur aussi pour que ces élections se tiennent et pour qu'elles consolident le processus démocratique en République démocratique du Congo. Didier Tshimanga, ancien conseiller stratégique du président Tshisekedi, qui a démissionné il y a un mois suite à une affaire de corruption, aurait été piégé par un milliardaire israélien, Dan Gertler. C'est ce que révèle le média Africa Intelligence. Quelle est la réaction de l'État congolais face à ce qu'on pourrait considérer comme une ingérence étrangère? Bon, écoutez, le concerné a tiré les conséquences de cette enquête que nous avons tous vue. Il a démissionné, la justice s'est saisie du dossier. Je ne pourrais pas, en tant que porte-parole du gouvernement, commenter des décisions de justice, mais ce que je peux rappeler ici, c'est que sous la houlette du président Tshisekedi, les structures qui combattent la corruption, les cas de fraude sont bien en place et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'améliorer suffisamment les recettes de la République démocratique du Congo, même si elles ne sont pas encore à la hauteur d'un pays de 100 millions d'habitants. Justement, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'une affaire de corruption touchant des proches du président Félix Tshisekedi pour celui qui avait promis d'être intraitable dans la lutte contre la corruption. Je pense que le président de la République l'est. La corruption, même en France, elle existe toujours, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place pour lutter justement contre celle-là. C'est pour ça qu'il y a des organes de contrôle qui ont été renforcés, l'inspection générale des finances, la Cour de compte, et je vous informe qu'au niveau de la présidence de la République, il existe une agence chargée de traquer tous ces cas de corruption. C'est les dispositifs en place et tous ceux qui tombent dans ces filets répondent de leurs actes devant la justice. Merci Patrick Mouéa, ministre congolais de la communication et médias. Merci, vous êtes également porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.